Merci. Ça fout les jetons quand même, hein, je vous assure. Je ne pensais pas pouvoir rentrer à Paris-Dauphine par le prisme d'un TED. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus dur qu'une épreuve de Top Chef. Alors, à l'évidence, quand ils sont venus me voir avec à l'évidence, moi je me suis dit, mais à l'évidence, il faut être créatif. Je ne voyais pas d'autre chemin. Je ne voyais pas d'autres raisons, d'autres réponses qu'il fallait être créatif dans la vie. Alors, à l'évidence, la création, c'est important parce que ça fait au moins 2 ou 3 000 ans que tout le monde parle de création. Alors, je me suis dit, réfléchis, il faut que tu t'y mettes. Alors, je me suis dit, la cuisine, ça me passionne, la création, ça me passionne, je vais être un chef créatif. Ah, manque de chance, en France, ils sont nombreux. Ils sont tous très connus. Ils sont tous très étoilés. Donc comment quelqu'un qui n'était pas fils d'eux ou élève d'eux ou qui n'a pas pu faire une grande hôtelière, une grande école hôtelière, puisse prétendre à exister dans ce monde assez élitiste de la gastronomie. Alors, j'ai fait comme tous les chefs, tous les cuisiniers, j'ai étudié la cuisine classique, Escoffier, le grand Escoffier, la légende Escoffier. Et alors en étudiant Escoffier, en étudiant mes bases, en étudiant la cuisine classique, je ne retenais pas tout, évidemment, mais j'ai retenu une phrase. Une seule et unique petite phrase. La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. Waouh! Alors je peux vous dire que quand la cuisine, la gastronomie moléculaire est arrivée dans les années 97-2000, je me suis dit c'est pour moi. Je vais leur rançonner ça. Et donc je me suis dit je vais écrire mon propre livre de cuisine. Je vais écrire mes propres recettes en m'appuyant sur mes propres cahiers d'essais. Et j'ai fait naître Planète Marx, cuisine, structure et déstructure. La tomate cubique, le saucisson virtuel, la tomate iceberg, le sorbet aux fruits rouges en cryoconcentration, de la magie, la tarte au chocolat translucide, c'était génial. Le livre sort, petit succès de librairie, mais quand même. Fort de cela, j'accélère et on crée le CEFIC, le Centre français d'innovation culinaire. Quelle gastronomie pour 2050 ? Avec Raphaël Aumont, on crée ce centre, on grandit, on devient une chaire universitaire. Formidable. De 2004, 2005, on passe à 2006. Chef de l'année. Chef de l'année. Et puis chef de l'année élu par la profession. J'ai été élu, j'aurais pas été choisi. Donc on m'a élu, chef de l'année, 2 fois, étoile Michelin, espoir 3 étoiles, jury de Top Chef, 5 années. 5 années. Et puis aujourd'hui, on me paye pour être créatif. On me paye pour voir cette gastronomie de 2050. On me paye pour ouvrir des concepts de restauration. Et ça, de façon planétaire. J'en vis bien. Bon. On a bien rigolé. Oui, cette cuisine, je l'ai pensée. Je la voulais absolue. Je la voulais avec de la quintessence. Je la voulais esthétique.
Je la voulais avec une vision, un impact social, environnemental. Je voulais que cette cuisine donne de la mémoire à de l'éphémère. Je vous ai tout dit. Ça, c'est le storytelling. Vous savez, dans les revues, ça. Et il a fait ça. Oh, il a 60 balais quand même, oui, bah oui. Ouais, mais il a fait tout ça. Oui, je l'ai fait. Mais ça, c'est le côté de la médaille qui est en lumière. Maintenant, je vais vous raconter la vérité. C'est pas du tout pareil. Ça a été entre 15 et 20 années d'un chemin assez tortueux entre l'ordre et le désordre. Créer, c'est dur. Créer, c'est difficile. D'ailleurs, il y a une phrase de Schopenhauer que j'aime beaucoup. Il dit, dans toute création, dans toute innovation, vous serez d'abord moqué, ensuite vous serez violemment critiqué, et ensuite on dira, c'était évident. Moqué. Petite histoire, ça a commencé très tôt dans ma carrière. J'étais apprenti pâtissier, j'avais un gâteau à faire. Alors, ce qu'on appelle dans mon métier un gâteau, c'est un entremets. Et mes aînés, mes anciens me disent, il faut que tu nous fasses un joli, c'est une pièce de concours, il faut faire quelque chose de très beau. Je fais un gâteau et je m'inspire d'un grand pâtissier du 18e, Antonin Carême, et je fais une jolie cloche en sucre, et puis le gâteau en dessous. Je pose ça sur la table de mes aînés. Il y a un ancien qui me dit, mais le gâteau est très beau, magnifique. Il prend le décor, il enlève le décor, et il me dit, mais on n'est pas des décorateurs d'intérieur. Parlons pâtisserie, parlons métier. Alors, avant d'innover, apprends tes bases. Une autre anecdote, quand le livre Planète Marx sort, je me souviens de cet écrivain et ce grand critique gastronomique qui était Christian Millot. Quand il voit Planète Marx, il dit « faut siffler la fin de la récréation, c'est pas sérieux tout ça ». Or que lui, il avait apporté en France la nouvelle cuisine. Et puis les amis, les proches, les pères, qui vous disent « mais t'es sûr, t'as vraiment envie de jouer à l'apprenti chimiste ?» Ça, c'est des gens qui ont peur pour vous. Ils savent que ça va faire mal. Ils savent que ça va être douloureux. Donc ils ont peur, ils sont inquiets. Ils sont inquiets de votre propre échec. Et puis, très rapidement, arrive la critique, brutale, violente, dure. Je me souviens, un mensuel très connu en France, Thierry Marx, le fossoyeur de la gastronomie française. Sympathique. Mon premier restaurant à Paris, n'y allez pas, c'est ridicule. Un grand quotidien. Et puis, un autre quotidien qui titre « Ouais, bon, il y a quelques nouveautés, mais il n'y a pas de quoi se relever pour un risotto de soja ou pour une tomate cubique. D'autres y avaient peut-être déjà pensé. » Et là, on vous ringardise tout de suite. Alors je repense à ce que je viens de vous dire de Schopenhauer quand il dit « Vous serez moqué, vous serez violemment critiqué, et probablement vous serez ringardisé assez vite. » Mais ce n'est pas le pire. Ce n'est pas le pire parce que dans votre grande solitude, dans la grande solitude du Créateur, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. C'est le doute. Le doute qui vous ronge de l'intérieur, qui vous fait avoir peur de vous-même. Et si j'étais resté un bon suiveur? Et si j'étais resté dans la zone de confort, j'aurais pas tous ces problèmes. Et puis le doute se durcit, s'approfondit. Et s'ils avaient raison? Si je n'étais qu'un pitre, si je n'étais qu'un prétentieux
qui ait envie de faire parler de lui, tout simplement, ou quelqu'un de suffisamment mercantile pour faire de l'argent avec du buzz. Donc vous doutez. Peut-être qu'ils ont raison, vu que 99% de mes essais, je les mets à la poubelle. La création, c'est l'école du deuil. Il faut le savoir. Et c'est normal. C'est normal qu'on vous haïsse. C'est normal qu'on vous critique. Vous êtes en train de faire bouger des cercles établis par d'autres, peut-être plus compétents que vous. Vous faites bouger des rigidités, des certitudes. Vous dérangez. Donc c'est dur. Donc la déprime vous guette par moments. C'est dur de faire bouger tout ça. C'est dur de déranger. C'est dur d'être le moustique qui empêche des géants de dormir. Extrêmement difficile. Je vous ai foutu les jetons, là. Bon, alors j'espère que je ne vous ai pas tous donné envie d'être comptable, d'être des suiveurs malhabiles. Non, 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 non. Soyez créatifs. Ayez des projets. Ne soyez pas suiveurs. Alors, dans le projet, dans la création, il y a l'idée que je voudrais partager avec vous. Il y a quelques conseils. À mon âge, je peux peut-être me permettre de donner quelques conseils, comme je le ferai pour mes enfants, comme je le ferai pour mes proches, comme je le ferai pour mes apprentis, comme je le ferai pour mes amis. Si vous créez pour être célèbre, vous allez échouer. J'en suis convaincu. Si vous créez pour être riche, je pense que vous échouerez. Si vous créez pour être un rebelle, on ne crée pas pour de mauvaises raisons. Vous échouerez. Mais si vous créez pour les autres, pour améliorer la vie des autres, au service des autres, je suis absolument convaincu que vous ferez partie de ces grands créateurs. Merci.